Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'école du monde et on prend la direction du continent africain. Sans plus tarder, voici le sommaire. Direction aujourd'hui, le Cameroun. Scolarité entre français et anglais. À quoi ressemble le système éducatif là-bas? Mathilde Vessel se sort sa loupe dans un instant. Au Cameroun, plus de la moitié de la population a 18 ans et les inégalités, vous allez voir, sont croissantes. Quelle réforme doit entamer le pays pour son système éducatif? Quelles sont aussi les principales difficultés? Vous le verrez. Enfin, comment réduire les inégalités de genre? Environ 70% des jeunes filles camerounaises souffrent d'analphabétisme. Vous verrez qu'une femme se bat pour changer les choses. Ce sera dans l'info en plus avec Mathilde. Je vous présente sans plus tarder mes invités. Ben Yoassi, bonjour. Ancien élève au Cameroun, vous avez fait toute votre scolarité là-bas et vous êtes business analyst assistant chez L'Oréal en ce moment en Belgique. Ariel Pommier, Lérargue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien élève au Cameroun. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. 13 ans pour entamer votre quatrième. Et vous êtes en ce moment étudiant en informatique et ancien sportif de haut niveau, si j'ai cru comprendre. On en parle un petit peu. Ouais, pas au niveau. Soyez pas modeste. Soyez pas modeste. La loupe. Mathilde Vessel, salut. Oui, salut, ça va? Ça va très bien. Très bien. À quoi ressemble le système éducatif au Cameroun? Alors, comme en France, il est divisé en deux avec l'enseignement public et privé. Donc jusque-là, nous ne sommes pas tout à fait perdus. Mais il y a tout de même une particularité au Cameroun, c'est le bilinguisme. Suite au colonialisme de la France et du Royaume-Uni, eh bien, l'école se fait dans les deux langues, en français ou en anglais. Donc le modèle français, évidemment, est calqué sur la France, et puis le système anglophone est calqué sur le modèle britannique. On en parlera évidemment avec vous tout à l'heure. L'âge légal pour l'entrée à l'école est de 4 ans. Alors, l'école maternelle, elle se compose en 3 classes, l'école élémentaire de 6 classes, et petite particularité, c'est que les élèves, à la fin de la primaire, passent le certificat d'études primaires, comme dans les années 40-50. Patrice, n'est-ce pas? Enfin, on n'a pas connu, évidemment, mais J'ai voilà. pas connu. Vous me regardez comme ça, mais je vais finir par mal le prendre. Non, mais j'ai dit « on », je me suis inclus. Oui, mais je vous connais. Hein. Voilà, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, il y a le premier cycle qui va de la 6e à la 3e avec le BEPC pour les francophones. Donc ça ne change pas de la France en ce moment. Et puis second cycle qui va de la seconde à la première avec, attention, un diplôme probatoire. Vous nous en direz aussi un peu plus tout à l'heure. C'est ce qu'il y avait à l'époque, je ne le savais pas, en France aussi. Et puis la terminale avec le bac. Que représentent les dépenses pour l'éducation au Cameroun? Alors, elle représente 13,8% des dépenses du gouvernement. Alors ça, ce sont des chiffres de 2013 qui correspondent à 3% seulement du PIB. Alors c'est bien inférieur au standard du partenariat mondial pour l'éducation. Ce qu'il faut tout de même noter, parce qu'il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a une amélioration de l'accès à l'enseignement. Les chiffres ont doublé tout de même en moins de 10 ans. Donc c'est positif. Et qu'en est-il du taux de scolarisation là-bas? Alors en 2016, le taux d'exclusion était de 16,9% pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Mais le problème, comme dans beaucoup de pays, malheureusement, la scolarisation des filles laisse largement à désirer. En ce qui concerne le secondaire, les chiffres sont très parlants. Le taux d'exclusion est de 18% pour les enfants entre 12 et 15 ans. Alors pour les garçons, le chiffre est de 9,6%, mais pour les filles, il monte à 27%. C'est absolument énorme. Et c'est souvent dû au mariage forcé, aux tâches ménagères dans les familles. Cela concerne les filles issues de familles pauvres et rurales, surtout. C'est un véritable fléau au Cameroun et je vous en parlerai d'ailleurs plus en détail, vous l'avez dit dans l'info en plus. L'écart entre les riches et les pauvres est-il important dans le pays? Eh oui, et cela surtout complique la scolarisation, car si l'école primaire, elle est gratuite, eh bien ce n'est pas le cas pour le secondaire. Et surtout, les examens pour y accéder sont payants, ainsi que les fournitures, le matériel, donc les livres, et puis les uniformes aussi, qui sont quasi obligatoires et qui sont totalement aux frais des familles. C'est dû à quoi? Alors d'après plusieurs sources, le niveau scolaire n'est pas très élevé, que ce soit en milieu urbain ou rural, l'offre éducative est vraiment insuffisante. Alors un petit chiffre quand même pour vous donner une idée, il faut savoir que le chômage touche 70% de la population. Alors c'est dû à quoi? Notamment au déficit du nombre de classes et d'enseignants. En ce qui concerne le public, eh bien, il y a une surpopulation énorme dans les classes camerounaises. On compte parfois, figurez-vous, jusqu'à 100 élèves pour un professeur. Voilà, donc c'est depuis plusieurs années, le Cameroun. Mais au cœur de ses priorités, l'éducation, quelques progrès commencent à se faire sentir, mais c'est encore compliqué. L'expression orale, sans plus tarder. L'expression orale avec Ben Yoassi, avec Ariel Pommier, Lérargue. Vous savez quel était l'impact du Covid, Ariel? Cameroun? Ouais. Ça
Pour moi, ça a beaucoup touché au Cameroun. Même si même si au Cameroun, on a dit que beaucoup de gens disaient qu'il n'y a pas de Covid au Cameroun, il n'y a pas de Covid en Afrique. Et ça a beaucoup impacté indirectement. L'école aussi? L'école, un peu. Mais bon, les élèves continuent à aller à l'école. Ils ont fait, on va dire, On sait si les écoles sont restées ouvertes pendant toute cette période de Covid, pendant plus de 2 ans. Ça s'est arrêté, mais ça s'est resté ouvert. Beaucoup allaient à l'école. Et il y en a beaucoup qui allaient à l'école. Quand j'appelais souvent des amis qui me disaient oui, je vais en cours, ils allaient continuer à aller, mais ils mettaient des masques. D'accord. Mais bon, beaucoup ne prenaient pas ça au sérieux. Mathilde parlait justement de ce double enseignement, le français et l'anglais. Pour vous, ça a été l'anglais? Moi, c'était l'anglais. Ouais. Moi, c'était l'anglais. C'est le seul de votre famille, c'est ça? Oui, j'étais le seul à faire anglais, j'étais le seul à parler anglais. Donc... Mais bon, à la maison, je parlais français. Pourquoi? Alors voilà, c'est ça, parce que vous... À la maison, je parlais français avec maman et mes sœurs, et à l'école, c'était anglais, quoi. Donc pour vos sœurs, c'était la scolarité en français, francophone, et moi, vous, c'était anglophone. C'était anglophone. Ouais, c'est ma maman qui a décidé de me mettre en section anglophone. Pourquoi? Je sais pas, je lui ai posé la question une fois, elle m'a dit c'est parce que mes enfants tous faisaient en francophone, donc il fallait qu'un parle anglophone. Il fallait que ça tombe sur toi. Il fallait que ça tombe sur moi. En plus, je suis le seul garçon, donc et puis ça fallait que ça tombe sur moi, quoi. Ben, quelle a été votre scolarité, vous? Ça a été la scolarité anglophone ou la scolarité francophone au Cameroun? Donc, chez moi, ça a été la scolarité francophone. Donc, dans toute ma fratrie, on a eu des études dans le cycle francophone. Donc, personne de ma fratrie n'a fait des études anglophones. Comment s'est passée, vous, votre scolarité? Parce que contrairement à Ariel, vous avez fait toute votre scolarité, si je comprends bien, c'est ça, au Cameroun? Oui. Donc, j'ai fait toute ma scolarité au Cameroun. J'ai commencé par la maternelle, la petite section, ensuite la moyenne section et après la grande section. Et donc, après le cycle maternel, je suis passé au primaire, où j'ai toujours effectué tout mon cycle. Donc, j'ai commencé par la CIL. Je ne sais pas si ça existe toujours ici en France, une classe qu'on appelle la CIL. Donc, c'est la classe qui vient après la grande section. Donc, j'ai fait la CIL. Et après la CIL, j'ai fait le cours préparatoire. Et après le cours préparatoire, j'ai fait le cours élémentaire 1. Et après le cours élémentaire 1, j'ai fait le cours élémentaire 2. Et vient par la suite le cours moyen 1 et puis le cours moyen 2. Et au cours moyen 2, j'ai obtenu mon CEP, mon CEPE, qui m'a permis d'accéder au collège. Donc, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a une différence entre le collège et le lycée. Donc, le collège, c'est plus privé et le lycée, c'est plus public. Bon, comparé à la France, c'est pas pareil. Et donc, au collège, j'ai effectué tout mon cycle aussi, de la 6e en terminale, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ariel, quel est le niveau justement, en parlant justement des enseignements au Cameroun? On parle d'un niveau élevé. Pour moi, le niveau est élevé parce que... Vous qui avez connu les deux versets, si je peux dire, vous avez connu le Cameroun jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis après, vous avez entamé la 4e en France. Pour moi, le niveau, tout ce qui est primaire et lycée, pour moi, au Cameroun, c'est plus élevé. Parce que c'est plus intense, on est plusieurs, donc le professeur, il ne va pas forcément répéter, le professeur n'a pas le temps de voir tout le monde. On parle de classe de combien de personnes? Au lycée, moi, quand j'étais au collège, parce que moi, j'étais dans des collèges privés ou des lycées privés, au collège, je me rappelle en 6e, 5e, on était 70, 75 dans la salle de classe. Et parce qu'ici, on parle c'est dans le privé, mais dans le public, ça dans le public, ça dépend. C'est plus parce que dans le public est moins cher que le privé. Bah oui. Dans l'école publique, bien sûr, c'est moins cher. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il y a plus de salles. Et moi, la chance que j'avais, c'est qu'à côté, on avait un prof principal qui me donnait des cours à côté en plus. D'accord. Parce que vous n'allez pas forcément aller voir tous les profs après chaque cours. Donc, s'il y a 70 élèves qui viennent, il ne peut pas tenir. C'est énorme. Et, mais les cours sont plus intenses et, je veux dire, un peu plus difficiles. Dans quelle mesure le gouvernement aide ou non d'ailleurs justement à l'achat des nombreux ouvrages scolaires et de toutes les fournitures? C'est aux parents d'assurer ça ou... Oui, ça c'est aux parents d'assurer ça. Donc tout ce qui est tenue, ça fait un sacré budget déjà. Oui, tout ce qui est tenue, tout ce qui est livre, tout ce qui est cahier, tout ce qui est, peu importe tout ce qu'on demande à l'école, c'est aux parents de fournir, sachant que chaque année les livres changent. Donc, en fonction d'une classe ou d'une autre, les livres changent. Donc, chaque année, il faut acheter de nouveaux livres, il faut acheter de nouvelles tenues, il faut acheter de nouveaux stylos, de nouveaux sacs. Donc, il y a plein. Vous avez parlé de tenue, justement. La tenue, elle est obligatoire là-bas? Oui. L'uniforme. L'uniforme, elle est obligatoire. Et moi, par contre, de ce côté, j'aime bien.
C'est ça qui Mais me c'est manquait. drôle. Alors c'est drôle, Patrice, parce que tous les gens qui ont connu l'uniforme aiment l'uniforme. Alors que nous, en France, on est plutôt réfractaires. On en a parlé parce qu'on l'a pas connu. Mais oui, mais c'est vrai que tous les gens qui ont connu l'uniforme dans leur collège et lycée. L'uniforme est bien pour moi, c'est bien parce que ça. Quand chacun a son uniforme, on ne sait pas qui est qui. On sait pas, comme au Cameroun, on dit l'enfant d'eux. On ne sait pas qui est l'enfant d'eux. On sait qu'on est tous au même niveau, au même standard. Je trouve ça bien. Et chaque école, on peut différencier chaque école en fonction de son blason. À son blason. Moi, je parle, par exemple, le dernier collège que j'ai fait, j'étais bleu, chemisette bleue, pantalon noir et une jaquette noire. Moi, je trouve ça classe. Mais et le mercredi, on est obligé de mettre un t-shirt jaune. D'accord. On fournit par l'école, quoi. Donc, mais bon, tout ça en école et tout. Ben Yoassi, vous aussi, vous avez connu l'uniforme. Vous êtes pour l'uniforme. Quelle est la plus-value, d'après vous, de porter l'uniforme à l'école? Donc, pour moi, je suis pour l'uniforme. Et j'ai porté l'uniforme on va dire, de la maternelle jusqu'en terminale. Donc, on va dire, on a été plongé dans ça. Et l'uniforme, en fait, comme Ariel l'a si bien dit, ça permet de ne pas savoir qui est qui, de ne pas avoir de discrimination et de ne pas être frustré, en fait. Parce que si tout le monde s'habille n'importe comment, des chaussures de marque, des t-shirts de marque et tout, par rapport à celui qui n'est pas aisé, en fait, cette personne peut être frustrée et ne pas pouvoir, en fait, suivre, en fait, le cours, en fait. La personne peut être embrouillée, la personne peut être frustrée. Et donc, le fait d'avoir la tenue, en fait, ça permet de passer de manière discrète et tout le monde est au même pied d'égalité, en fait. Et comme ça, il n'y a pas de discrimination. Et comme ça, tout se passe bien. Donc, je suis vraiment pour le port de la tenue. Ben, sur quoi se base l'apprentissage au Cameroun, l'apprentissage au niveau des cours? Donc, au niveau des cours, on va dire que déjà, c'est l'enseignant, en fait, qui transmet, en fait, toutes les connaissances. Et on va dire que l'enseignant, il est comme le Dieu, c'est lui qui a le savoir, en fait. Et donc, l'enseignant va prononcer son cours et les élèves doivent écouter. Et donc, l'apprentissage se fait de l'enseignant à l'élève. Et donc, du fait que dans les collèges et les lycées, il n'y a pas les mêmes proportions, en fait, des élèves, en fait, dont l'apprentissage se fait de manière différente. Donc, on va prendre l'exemple. Moi, j'étais dans des collèges. Dans des collèges, nous ne sommes pas assez nombreux. Et donc, là, on a l'enseignant qui prend tout son temps pour mieux expliquer aux étudiants. Et donc, on a la possibilité de lever la main si on n'a pas compris. Et donc, le système éducatif se transmet mieux dans ce sens. Mais ça ne veut pas dire que dans les lycées, ce n'est pas pareil. Mais dans les lycées, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'élèves et donc il y a aussi parfois beaucoup de désordre. Et donc, du coup, l'enseignant ne peut pas bien distribuer son savoir, émettre son savoir. Et donc, on va avoir une grande disparité entre les collèges et les lycées, malgré que dans les lycées, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui réussissent mieux que dans les collèges. Et donc, et le reste de l'apprentissage se fait aussi beaucoup par des cours de répétition. Parce que dans le système camerounais, les cours de répétition sont vraiment mis en avant parce qu'on sait que dans les lycées et dans les collèges, parfois, l'étudiant ne peut pas mieux comprendre directement le cours. Et par la suite, les parents peuvent prendre des éducateurs en plus pour donner des cours de soutien à la maison. Ariel, c'est quoi ces cours de répétition? C'est des cours de répétition. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'avais des cours de répétition en mathématiques, souvent. En mathématiques ou en biologie. C'est ce qu'on appelle, nous, des cours de soutien. En fait. C'est ça. Okay. Et souvent, ces cours de soutien sont donnés par le même prof qui donne à cette école à ce moment-là. Tu fais des longues journées, prof. Bon, c'est bien, forcément, tous les jours. Ouais. Bon, c'est une manière aussi, mais je veux dire aussi, pour lui, c'est aussi une manière d'arranger les fins du mois. D'accord. Et c'est comme au Vietnam, pardon, on en avait parlé. Les professeurs aussi là-bas donnent des cours après aux élèves. Ouais. Et moi, par exemple, je prends un exemple, j'ai mon neveu actuellement qui est au Cameroun. Je crois qu'il est en train de faire son CPE là, donc il est préparé. Et c'est sa prof principale qui lui donne des cours à côté. D'accord. On paye des cours en plus pour qu'il fasse des cours des cours de répétition, ou bien ils viennent à la maison pour donner des cours directement à la maison. J'ai entendu quelque chose d'important dans ce que disait Ben à l'instant, effectivement. Alors, il y a bien sûr les conditions. On a dit qu'il y a beaucoup d'élèves en classe, en privé, 75 élèves. Déjà, dans le public, c'est bien plus que ça, visiblement. Mais le professeur est respecté.
fait souvent des émissions ici concernant le professeur en France qui, lui, n'est pas respecté. Là-bas, c'est le prof qui est respecté, c'est le prof qui fait la loi. Oui, là-bas, c'est le prof qui fait la loi, c'est le prof qui, on va dire, comme il a dit, un peu un dieu. Parce que si le prof il peut décider qu'il donne plus cours, c'est toute la classe qui est pénalisée et qui part. Et après, ça arrive souvent qu'il y a des profs qui ne sont pas respectés. Bon, comme dans toutes les classes, il y a souvent certains qui dérangent le cours, il y a souvent certains qui perturbent parce qu'ils vont lancer des blagues, ils vont faire des comiques, tout ça. Mais là-bas, le prof, s'il décide de ne pas donner son cours, c'est toute la classe qui est pénalisée. Le prof, il est respecté, il est craint aussi parfois? Souvent. Moi, je me rappelle quand j'étais là-bas, j'avais je vois votre sourire, ça rappelle des souvenirs. Attention. Non, on avait un prof qui était craint parce que quand on entendait juste son nom, toute la classe se taisait. Même pas un bruit de mouche qui passait, on n'entendait rien. Personne, on le craignait vraiment, mais bon, c'est des bons souvenirs. Le prof est respecté, le prof est parfois aussi craint. Ben, au Cameroun? Ça, moi j'ai des meilleurs et des pires souvenirs. Et donc, pourquoi? Parce que durant les cours, comme on dit, il y a souvent parfois des personnes qui dérangent le cours, qui bavardent et tout. Et donc, quand le professeur parle, il hausse la voix, tout le monde se tait. Et je veux dire que ça vient aussi de la culture, en fait. Déjà, de chez nous en Afrique, on sait on doit respecter les aînés, on doit respecter les personnes âgées. Et quand une personne âgée ou bien une personne plus grande que nous parle, on doit fermer la bouche, on ne doit pas répondre. Et donc, parfois, on pouvait faire du désordre, du bruit. Et quand on parlait en cours, et quand le professeur disait, par exemple, taisez-vous, comme Ariel l'a bien dit, on n'entendait même pas une mouche passer. Donc, c'était un petit peu ça. Et donc aussi, on restait aussi calme et on craignait aussi les professeurs parce que parfois, il y avait des punitions. Donc, du coup, de peur d'être puni, on restait tranquille. Et le professeur était vraiment au-dessus. On n'avait pas notre mot à dire. Et on a cultivé cette culture jusque présent, en fait. Toujours, même quand je suis arrivé ici, dans les cours, quand je faisais ma prépa, il y avait des étudiants qui répondaient au professeur. Et bon, moi, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, c'est vraiment culturel. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et bon, jusqu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à répondre mal à un supérieur et tout. Donc, je vais dire c'est culturel. Et oui, vraiment, c'est beaucoup calqué sur notre tradition. Question de Mathilde. Oui, c'était ma question pour Ariel surtout, parce que c'est vrai que vous êtes venu en France plus tôt. Quelle est justement la grosse différence qui vous a le plus marqué entre le Cameroun et la France? C'est la discipline. C'est la discipline vraiment qui a été pour vous un choc? C'est la discipline qui est en choc. Parce que quand je suis arrivé, je me rappelle de la façon dont les élèves ils dérangeaient, ils reprenaient au professeur. Étant même en quatrième, ils reprenaient, ils parlaient mal, on faisait rien, on va te coller. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes devenu un élève dissipé, c'est ce que vous essayez de nous dire? Non, cette chance-là que j'ai eue, c'est que même à la maison, maman elle rigolait pas, elle nous recadrait. Et la chance, c'est ça qui m'a vraiment marqué. J'étais vraiment choqué de la façon dont les élèves ils reprenaient. Souvent, on me demandait, mais Ariel, toi, je dis non, pour moi, c'est un manque de respect. Parce que sur nous, tu dis, ton aîné, tu dois le respecter. Et malgré, pour nous, souvent au Cameroun, on dit souvent que l'aîné, sa parole est c'est en Dieu. Quoi. Dans tout ce qu'il dit, tu dois respecter et faire. Tu dois te taire et le faire. Et surtout pas manquer de respect. Ben, comment on redynamise un système éducatif au Cameroun où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans? Selon moi, je pense qu'on doit prendre en considération déjà la population, déjà parce qu'il y a une grande disparité entre les filles et les hommes. Dans certains coins reculés au Cameroun, il y a certaines, on va dire, jeunes filles qui ne vont pas à l'école parce qu'il y a encore une mentalité traditionnaliste en fait. Donc je pense qu'on doit construire encore plus des écoles dans des coins reculés du Cameroun parce qu'il y a certaines zones dans le Cameroun où on n'a pas accès à l'éducation et où les mentalités sont encore un petit peu rétrogrades. Donc plus étendre en fait la construction des écoles et promouvoir aussi l'éducation dans des zones très reculées du Cameroun. On continue justement à en parler dans l'info en plus avec Mathilde.
Mathilde, on parlait à l'instant justement de cette inégalité des chances entre les filles et les garçons, très important au Cameroun. Et pour pallier à ce problème, une femme a décidé de se saisir de ce problème. Oui, parce que c'est vrai, on le dit souvent, mais on ne s'en rend pas compte. Si on veut changer le système, ça vient de nous, ça vient vraiment de l'intérieur. Et c'est justement ce qu'a compris Awa Ouadamou, qui a monté son association qui s'appelle les Femmes Aoussa pour le développement. C'est une mère de famille qui a été mariée de force à l'âge de 16 ans. Elle a un parcours incroyable, cette femme. Et elle a appris à lire et à écrire à l'âge de 35 ans. Et elle est devenue aujourd'hui une vraie militante pour la scolarisation des filles dans son pays. Et quel est son rôle ? Alors, elle se concentre surtout dans un quartier, celui de la briqueterie à Yaoundé, car dans ce quartier, c'est 33%. Vous le connaissez, ce quartier ? Très bien. Eh bien voilà, c'est 33% de filles qui ne vont pas à l'école. Il y a une vraie urgence. Son rôle, c'est de convaincre aussi les populations locales ainsi que les hommes de scolariser leurs petites filles, parce qu'effectivement, on parlait de fait de mettre des écoles dans des lieux reculés, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi faire bousculer et changer les mentalités. Elle forme également les enseignants pour qu'ils puissent enseigner vraiment aux petites filles, parce que ça aussi, c'est pas encore assez démocratisé. Et puis, elle peut se targuer en tout cas d'avoir contribué en tout cas à faire reculer le mariage forcé, parce que c'est aussi le problème au Cameroun. Elle est également partenaire du plan international et du projet Avenir pour l'éducation des enfants au Cameroun. Ariel, scolariser les filles, c'est le défi numéro 1 au Cameroun. C'est un des défis numéro 1 au Cameroun. Comme elle disait, dans beaucoup de classes, souvent, vous allez aller, même dans des collèges, vous allez voir qu'il y a plus de garçons. Il y a plus de garçons surtout dans le secondaire après. Dans le secondaire, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. C'est aussi dû parce qu'il y a certaines familles qui vont se dire que, ok, bon, toi, t'es la fille, tu peux aller faire le ménage. Puis ça coûte de l'argent de scolariser les enfants. On en avait parlé, effectivement. C'est cher. Avec les livres. Ça dépend. En plus, actuellement, il y a de plus en plus d'écoles, on va dire, qui se multiplient au Cameroun. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des écoles qui des écoles privées surtout, et c'est-à-dire que les pensions, elles en montent énormément, donc, sachant qu'il y a tout ce qui est fourniture, tout ce qui va avec, et chaque année ça change. Bon, c'est pas vraiment évident. Et c'est vraiment un combat, comme Ben disait, c'est vraiment un combat prioritaire, parce que même souvent dans certaines écoles, on oblige certaines filles à couper leurs cheveux. Pourquoi ? C'est comme ça, c'est la règle de l'école. Par exemple, je sais souvent qu'il y avait je ne sais plus dans quel collège au Cameroun, je sais qu'il y a des filles, elles ne devaient pas avoir des cheveux. Le minimum qu'elles devaient avoir, c'était des nattes. Or, ou bien c'est couper les cheveux. Surtout chez les anglophones qu'on fait ça, la section anglophone. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment se baser sur ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent, de jeunes filles qui arrêtent l'école, soit après le CPE, mais soit après peut-être la 3e, parce que soit manque de financement, soit les parents ne veulent plus, ou bien mariage forcé. Les deux cultures sont vraiment différentes entre les anglophones et les francophones ? Oui, un peu. Un peu. À quel niveau ? Parce que pour moi, à ce niveau, je dis que pour moi, chez les anglophones, c'est plus structuré, c'est plus carré que chez les francophones. Pourquoi ça m'étonne pas ? C'est dingue. Chez les anglophones, c'est vraiment plus structuré, plus carré et tout. Donc, même actuellement, c'est ce qui se passe actuellement chez les anglophones. Actuellement, c'est vrai que c'est déplorable, mais d'un côté, on peut comprendre la petite guerre qu'il y avait eu entre eux, les anglophones et les francophones. C'est parce que, je prends un exemple simple, les anglophones, donc chez eux, c'était toujours été carré. Toujours été respectable, parce que moi je sais que si j'étais resté au Cameroun par exemple, j'aurais continué mes études là-bas. Et ils se plaignent que même dans leur région à eux, les francophones touchent plus qu'eux. Par exemple, les professeurs en francophonie touchent plus qu'eux. Et c'est vraiment déplorable, quoi. Même je prends un exemple tout simple, par exemple à la cour, au tribunal, c'est un avocat francophone qui, on va dire dans une région anglophone, c'est un avocat francophone qui va peut-être défendre en anglophone, alors que c'est pas forcément. Dans des écoles, c'est souvent des profs francophones qui donnent cours aux anglophones. Donc, c'est pas trop équitable. Bon, c'est pas vraiment ça. Je connais pas tout le souci, mais je sais que y a ça qui joue aussi beaucoup dessus. Quelle formation, Ben, pour les professeurs ? On a dit que le professeur était respecté, parfois craint. Est-ce qu'ils sont aussi toujours encore en 2022 de bon niveau, puisqu'il y a beaucoup d'élèves et parfois il manque des professeurs ? Donc, je dirais que oui, ils sont toujours de bon niveau. On ne va pas se mentir, au Cameroun, il y a des têtes et il y a quand même des bonnes formations. Donc, il y a l'école normale supérieure qui forme toujours des enseignants. Et chaque année, il y a des centaines d'enseignants qui sortent de l'école de formation. Et donc, à leur sortie, ils sont affectés. Et selon s'ils sont peut-être mariés ou pas mariés, on peut les envoyer dans des contrées lointaines, comme j'ai dit, pour promouvoir l'éducation. Et donc, oui, le système éducatif au Cameroun possède de bons enseignants. Parce que, j'ai fait tout mon cursus secondaire et primaire là-bas. J'ai eu
des bons cours. Je suis arrivé ici, j'avais un bon niveau. Et donc, jusqu'à nos jours, oui, je pense que le système est bien fait pour la formation des enseignants. Et il y a toujours assez des enseignants pour promouvoir l'éducation. Ariel, ils sont de bon niveau, les enseignants, mais le problème principal, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est ça, il n'y en a pas assez. Et moi, je comprends aussi parce qu'il n'y a pas assez et qu'on ne les paye pas à leur valeur. Donc, on ne les paye pas parce qu'actuellement, il y a une grève des professeurs. Parce qu'on ne les paye pas et on les doit des mois de salaire. Des fois, ils doivent attendre 6 mois avant d'être payés. C'est ça. Et actuellement aussi, je sais qu'il y a certains gens qui sortent, comme il a dit, de l'école supérieure. Il y en a certains qui sortent. Mais normalement, quand on sort de l'école supérieure, je crois que l'État doit vous donner une certaine somme d'argent. Je crois que c'est plus une subvention. Mais qu'il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas. Et souvent aussi, on vous affecte aussi très très loin, des trucs comme ça. Et il y a des très bons profs au Cameroun. Comme je dis, il y a des très très bons profs, mais malheureusement, on ne les paye pas à la juste valeur. Si on veut avoir une bonne éducation au Cameroun, il ne faut pas forcément passer par le privé, ou il vaut mieux passer par le privé? Pour moi, je dirais que on préconise plus le privé. Parce qu'on sait que moi, l'enfant là-bas, il est quand même suivi. Il est plus suivi. Souvent, les professeurs privés, on va dire, sont un peu mieux payés. Ils sont plus suivis, les élèves sont plus suivis et il y a moins d'élèves en classe aussi, donc on va dire que oui. Mais bon, il y a certains élèves, parce que moi j'ai une amie, très bonne amie, elle a fait tout son cursus en public. Aujourd'hui elle a fini, elle fait son doctorat, mais bon, elle est au Cameroun toujours, elle est à Boya, elle fait son doctorat, malheureusement elle n'a pas trouvé de boulot. Donc c'est pour ça qu'elle enchaîne. Et alors c'est ça l'une des plus grosses problématiques effectivement pour le Cameroun, c'est que le Cameroun, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Le Cameroun doit absolument former sa jeunesse. C'est important pour la dynamique et pour la croissance économique du pays. Mais quand tu formes après toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes, il faut pouvoir les garder. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui sortent, qui viennent. Il y en a parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il y en a 70% de chômage. 70%. Et j'en connais plein. Je connais beaucoup de jeunes qui viennent ici à l'étranger, continuer et qui trouvent un boulot, qui décident de rester. Il y a des écoles qui sont en partenariat avec pas mal d'écoles ici. Bon, après le cursus, après le bac, vous faites 2-3 ans chez eux et vous envoient ici. C'est cher. Mais il y en a beaucoup, les jeunes. Maintenant au Cameroun, la plupart des jeunes, quand vous les parlez, vous voulez faire quoi? Eux, leur projet, c'est de sortir du Cameroun. Aller continuer ailleurs, quoi, parce que trouver le Cameroun. Donc les talents fuient le pays. Beaucoup fuient le pays. Il y en a de plus en plus qui partent. Ben, la fuite des cerveaux, c'est un sujet ô combien important au Cameroun? C'est un sujet très important. Comme vous l'avez bien dit, le taux de chômage est très élevé. Et concernant aussi le système éducatif, voilà, comme par exemple moi, si j'ai envie de poursuivre mes études dans un domaine précis que j'aimerais effectuer dans le futur, au Cameroun, il n'y en a pas ce domaine. Et donc, du coup, je vais regarder à l'extérieur. Et une fois même, bien que j'ai des amis aussi qui ont poursuivi leurs études au Cameroun, à la sortie de leurs études, pas de boulot. Et donc, on va retrouver des personnes avec un doctorat, avec des masters, on va dire, qui font de la vente à la sauvette, qui gèrent des cabines téléphoniques, qui gèrent des laveries, alors qu'ils ont un diplôme. Donc, on va dire des personnes, en fait, du fait qu'ils savent qu'ils n'auront pas de boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à étudier. C'est pour ça qu'on va retrouver au Cameroun une grande majorité de personnes avec des diplômes, en fait, mais ils n'ont pas de compétences parce qu'il n'y a pas assez de travail. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, regarder vers l'extérieur, vers des contrées lointaines pour pouvoir se dire je pourrais gagner mieux ma vie là-bas. J'ai des diplômes. Ici, je n'ai pas de diplôme, donc je dois regarder à l'extérieur. Donc, il y a vraiment un grand taux de fuite de cerveau. Un grand merci à tous les deux pour vos témoignages, c'était vraiment très intéressant. Bernd Yoassi, mais que l'on surnomme Ben, j'ai bien compris, Ben Yoassi, vous êtes business analyst assistant chez L'Oréal. Un coucou à la Belgique, et puis Ariel Pommier-Lérargues, vous êtes étudiant en informatique à Paris. En quelle année? Je suis en deuxième année. En deuxième année. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et revenez nous voir très rapidement sur le plateau de School TV Le Mag. Merci Mathilde. À très vite. À très vite. Excellente journée.